Quand j'étais petite, je voulais être un feu rouge au plus grand carrefour. Quel est votre sujet? Les sans-abri. C'est un peu général. Vous pouvez préciser? Je vais retracer l'itinéraire d'une jeune femme sans-abri. Alors je vous inscris pour le 10 décembre? Non, je suis désolée, je ne fume pas. J'ai des chewing-gums à la menthe si vous voulez. Elle a fait la moue, puis m'a tendu la main. Salut, je m'appelle No. Et toi? No? Ouais. Moi c'est Lou. Lou Bertignac. T'as quel âge? 13 ans. T'aurais pas 2 ou 3 euros? J'ai pas mangé depuis hier soir. J'ai pensé qu'on pourrait aller boire un chocolat, si tu veux, ou autre chose, je t'invite. Elle entame sa deuxième vodka, elle se lève pour attraper une cigarette sur la table d'à côté. Notre voisin vient de descendre aux toilettes en abandonnant son paquet. Elle aspire une longue bouffée et elle me demande de lui parler. C'est un garçon particulier, pas seulement à cause de son air en polaire, son dédain ou sa démarche de voyou, à cause de son sourire, un sourire d'enfant. Il m'appelle Pépite. Dès qu'il me parle, il fait 50 degrés dans mon manteau. Je trouvais ça incroyable d'imaginer qu'un bébé allait sortir du ventre de maman. Un soir, ils sont partis à la maternité. Ils m'ont laissé chez la voisine d'en face pour la nuit. Mon père portait la valise que nous avions préparée ensemble. J'ai couru dans la chambre et j'ai vu maman qui secouait Thaïs en hurlant. Il me semblait que quelque chose était en train de se passer, quelque chose d'irrémédiable. SES, c'est Sciences économiques et sociales, un cours où on étudie pas mal de trucs, par exemple la situation économique en France, la bourse, la croissance, les classes sociales, le quart-monde et tout. Tu vois? Bon, en fait, les exposés, c'est ma hantise. Enfin, je veux dire que j'ai vraiment la trouille, et le prof, c'est pas une crème. Le problème, c'est que j'ai raconté que j'allais faire un truc sur les sans-abri, un truc pour expliquer comment des femmes, en particulier des jeunes femmes, peuvent se retrouver dans la rue, comme toi. Tu sais, Lou, il faudra du temps pour qu'on retrouve l'ancienne maman. Beaucoup de temps. Mais il ne faut pas t'inquiéter. On y arrivera. Aujourd'hui, elle raconte ce temps suspendu, arrêté, les haltes dans les monoprix et les grands magasins à traîner entre les rayons, les stratégies pour éviter de se faire repérer, les expulsions plus ou moins violentes des vigiles. Elle parle des femmes, elle précise « Pas des clochards, hein, pas des timbrés, note bien ça, Lou, avec tes mots à toi !» Elle dit « Des femmes normales qui ont perdu leur travail ou qui se sont enfuies chez elles, des femmes battues ou chassées, des femmes qui vivent dans leur voiture, qu'on croise sans les voir, sans savoir. Il faut traverser tout Paris pour Arpacho, prendre un ticket, attendre, repartir. Tu seras encore à la gare de temps en temps? On peut se revoir mardi si tu veux, à la même heure. Comme ça, je te raconterai pour mon exposé et tout. Je descends dans le métro et j'ai le vertige. Ils applaudissent. Je ne rêve pas. Toute la classe applaudit. Même Léa Germain. J'arrive à sa hauteur, je découvre son visage. Comme elle a changé. Cette amertume à ses lèvres, cet air de défaite, d'abandon. Qu'est-ce que tu veux? Bah rien, je m'inquiétais pour toi. Ça va très bien, merci. Mais tu... Ça va, t'as compris? Ça va très bien. J'ai pas besoin de toi, tire-toi. Non, me pousse d'un coup sec, j'ai prise du trottoir. Je voudrais lui dire que moi, j'ai besoin d'elle. Que je n'arrive plus à lire, ni à dormir. Qu'elle n'a pas le droit de me laisser comme ça. Je voudrais lui dire qu'elle me manque. T'as rien à faire là. C'est pas ta vie, ça, tu comprends? C'est pas ta vie. Je la regarde entrer dans le bâtiment. Elle se retourne aussi. On dirait qu'elle pleure. Les autres la bousculent, la dépassent, l'engueulent. Elle répond par une injure en crachant par terre. Quand j'étais petite, je regardais le sang coagulé sur mes écorchures. J'ignorais la douleur. J'attendais la dernière goutte, celle qui allait sécher,
celle qui allait devenir une petite croûte que je finirais par arracher. Quand j'étais petite, j'absorbais tout le temps. J'étais une sorte de grosse éponge vivante. Alors je lui raconte combien j'ai eu peur devant toute la classe et ma voix qui tremblait au début et après plus du tout. Parce que c'est comme si tu avais été avec moi, comme si tu m'avais donné la force. Oh, et le soulagement quand ça a été fini. Oh, les applaudissements et tout. Elle écoute. Elle aime que je lui raconte des histoires. Elle est comme une toute petite fille. Et toi, t'as déjà été amoureuse d'un garçon? Et je voulais te demander un truc. Est-ce que tu sais dans quel sens il faut tourner la langue quand on embrasse un garçon? Il n'y a pas de sens pour embrasser. On n'est pas des machines à laver. Et sinon, venez chez nous. Voilà la solution. La seule. J'annonce la couleur. J'ai quelque chose d'important à vous demander. Ah, il ne faut pas m'interrompre. Sous aucun prétexte. J'ai rencontré une jeune fille de 18 ans qui vit dans la rue et dans des foyers. Elle a besoin d'aide. Grand 1, 13. Elle pourrait s'installer chez nous. Elle dormirait dans le bureau et participerait aux tâches ménagères. Nous ne la connaissons pas. Nous ne savons pas à qui nous avons affaire. Je ne peux pas la ramener chez moi dans cet état-là. Il faut qu'elle se lave et qu'elle trouve des habits. Même si mes parents ont dit oui, une première impression peut tout gâcher. En arrivant chez Lucas, No vomit dans les toilettes. Elle dit qu'elle a pris des médicaments, j'ose pas demander lesquels. Et là, allume une cigarette, prend un air de gangster et fait un geste qui veut dire « je m'en occupe ». Le bain est prêt. J'aide No à se déshabiller. Je respire par la bouche pour ne pas sentir l'odeur. Je la regarde entrer dans l'eau chaude. Elle a un corps de garçon, les hanches étroites, les bras maigres, des seins minuscules. Ce soir, je décide d'écrire un journal sur No et moi. Un journal qui commence aujourd'hui, le jour de son arrivée à la maison, le premier jour de sa nouvelle vie. L'autre nuit, je l'ai surprise le nez collé aux baies vitrées du salon. Je ne sais rien de ce qui défile dans sa tête. Je ne sais rien. J'essaie d'en savoir davantage sur Loïc, son amoureux. Elle m'a dit qu'il était parti vivre en Irlande, à Wexford, mais qu'un jour, quand elle aurait de l'argent et une nouvelle dent, elle irait le retrouver. 27e jour. Tous les matins, à partir de 7 heures, No est femme de chambre dans un hôtel près de Bastille. Elle a dit à mes parents qu'elle les inviterait au restaurant quand elle recevrait sa première paye, et puis qu'elle partirait quand elle aurait trouvé un endroit où se loger. Ils ont répondu en chœur qu'il n'y avait aucune urgence. On a fait des photos, No et moi. Elle a voulu les déchirer. Non, écoute-moi. Ta mère, elle n'a pas la force de te voir. Peut-être qu'elle aimerait bien, mais elle ne peut pas. Elle en a rien à foutre, Lou. Tu comprends? Elle en a rien à foutre. C'était le 50e jour. Et ce soir-là, je n'ai rien écrit dans mon journal. Tu sais quelque chose, Lou? Tu l'as entendu rentrer? Tu sais, Lou, si ça ne se passe pas bien, si nous ne respectons pas notre vie à nous, si maman et moi on se dit que ça n'est pas bien pour toi, que ça te met en danger, elle ne pourra pas rester. Dans l'entrebâillement de la porte, j'ai vu No ôter ses chaussures et s'allonger tout habillée sans même prendre la peine d'enlever son jean. Je me suis approchée. J'ai entendu qu'elle pleurait. Je croyais qu'on pouvait enrayer le cours des choses. Je croyais que la vie pouvait être autrement. C'est Monsieur Marin qui a raison. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas espérer changer le monde, car le monde est bien plus fort que nous. Je porte une jupe à fleurs avec des bottines. Mes jambes sont nues. Je fais du vélo. Ma mère est assise sur un banc, me surveille de loin. Dans l'allée principale, je prends de la vitesse, blouson fermé,
cheveux au vent. Je pédale de toutes mes forces pour gagner la course. Je n'ai pas peur. Au tournant, je dérape. Le vélo part sur le côté. Je prends de la hauteur avant de m'étaler sur les genoux. Je déplie les jambes. J'ai mal. La plaie est large, incrustée de terre et de petits cailloux. Je hurle. Ma mère est sur son banc, à quelques mètres de là. Elle regarde le sol. Elle n'a pas vu. Elle n'entend pas. Le sang commence à couler. Je hurle plus fort encore. Elle ne bouge pas, absente à ce qui l'entoure. La dame s'approche. Elle s'accroupit à côté de moi. Elle sort un mouchoir de son sac, nettoie ma jambe autour de la plaie. Elle dit « Il faudra désinfecter quand tu rentreras chez toi. » Quand j'ai décroché le téléphone et que j'ai reconnu Lucas qui me parlait avec une voix de gangster, j'ai tout de suite compris. Il était tout seul, il regardait la télé quand No a sonné à sa porte. Chaque matin, quand j'arrive au lycée, Lucas me donne les nouvelles. Lucas a vidé dans l'évier 2 bouteilles de vodka. No était mais folle de rage. Il lui a dit qu'elle ne pouvait pas boire chez lui, que sa mère pouvait passer un jour à l'improviste ou la femme de ménage. Un peu plus, on se croirait pendant la guerre, quand les justes cachaient les enfants juifs. Réponds-moi, Lou. Est-ce que No est chez Lucas? Oui. Ses parents l'ont recueilli? Oui. Enfin, non, ses parents sont pas là. Pourquoi tu nous as rien dit? Parce que j'avais peur que tu l'envoies dans un centre. Elle veut pas aller dans un centre, parce que c'est sale, parce qu'on le jette à 8h du matin, parce qu'il faut dormir d'un œil pour pas se faire dépouiller. Vous vous en foutez pas mal parce que vous êtes bien au chaud, parce que ça vous dérange d'avoir quelqu'un qui picole chez vous, quelqu'un qui ne va pas bien, parce que ça fait désordre dans le tableau, parce que vous préférez regarder le catalogue Ikea. Tu dis n'importe quoi, Lou. C'est injuste et tu le sais, va te coucher. Ma mère se tait. Je voudrais qu'elle me prenne dans ses bras, qu'elle caresse mon front, mes cheveux. On va prendre le train à Saint-Lazare. Pour Cherbourg, soit c'est direct, soit il faut changer à Caen. À Cherbourg, on cherchera le port, on achètera les billets. Il y a un départ tous les 2 jours. Et du port de Rosslare, il y a des trains jusqu'à Wexford. Elle a soufflé sur ses doigts pour les réchauffer. Elle va regarder longtemps. J'ai bien vu qu'elle était sur le point de pleurer. Le prochain train pour Cherbourg partait 2 heures plus tard. Nous avons cherché la salle d'attente pour poser nos affaires. Nous a roulé une cigarette. Elle m'a dit « Je vais prendre des billets, attends-moi là. » Je ne sais pas comment je n'ai pas vu qu'elle prenait la valise avec elle. J'ai attendu qu'elle revienne. Je ne me suis pas inquiétée. J'ai attendu sans bouger pour qu'elle sache où me trouver. J'ai attendu et la nuit est tombée. Je me suis avancée sur le parvis jusqu'à la rue Saint-Lazare. Il y avait ce bruit tout autour. Les voitures, les bus, les klaxons et ma tête qui tournait. No m'avait laissé. No était parti sans moi. Quand j'étais petite, je plaquais mes mains sur mes oreilles pour faire le vide, faire taire les bruits et les tumultes. Ma mère a ouvert. J'ai vu sa tête toute défaite, ses yeux rougis. Elle est restée debout devant moi. Aucun son ne semblait pouvoir sortir de sa bouche. Et puis elle m'a attirée contre elle. Elle pleurait, comme jamais je ne l'avais vue pleurer. Mademoiselle Bertignac, Oui, ne renoncez pas.